Bienvenue à tous. Donc je m'appelle Clément Bosque, je suis data engineer chez StackLab. Donc juste 2-3 mots sur StackLab. Donc on est une société de services en informatique et on propose de l'expertise sur tous les sujets cloud et en partie les sujets data, principalement sur GCP. Donc d'où la présentation d'aujourd'hui. Donc je suis là pour vous parler de data analytics et particulièrement une introduction à Looker, qui est l'outil de business intelligence de Google Cloud. Donc ça, on va parler de BI, on va parler forcément de GCP, mais pas que, parce qu'on va voir que Looker, c'est un outil qui est cloud agnostique. Donc c'est une présentation qui s'adresse à un petit peu tout le monde, en fait, pas forcément aux gens de la data, parce que vous allez voir qu'on va repartir un petit peu de l'historique de d'où vient la data analytics. Et avant de commencer, un tout petit disclaimer, c'est que je ne suis pas un expert de Looker et je ne suis pas non plus là pour vendre le produit. Donc, il n'y a pas de souci, il n'est pas parfait non plus. On va pouvoir le critiquer. Allez, on est parti. Hop. Donc, on va commencer par une petite historique de la data analytics, parce que je trouve que c'est toujours bien de savoir d'où on est parti pour savoir où on va et pourquoi on a besoin d'outils comme Looker. Donc, il était une fois, il y a fort longtemps, on a distingué deux besoins principaux avec la donnée. Le premier, c'était d'avoir des bases de données opérationnelles pour que notre business puisse fonctionner. Donc, c'est-à-dire pouvoir stocker nos données de notre site de e-commerce, notre site de RH, tout simplement que le business fonctionne. Et on a détecté rapidement un deuxième besoin, qui est le besoin de faire de l'analytique sur ces données. Et ce que j'entends par analytique, donc dans cette présentation, c'est faire du décisionnel. Hein. Donc, c'est avoir du reporting, des dashboards qui vont faire des statistiques sur la donnée qu'on a produite. Et en fait, très vite, on s'est rendu compte que ça allait être compliqué de faire de l'analytique sur des bases de données relationnelles classiques. Pourquoi? Parce que les requêtes qui sont générées, elles sont assez complexes. On fait de la lecture intensive et il y a énormément de jointures, et donc ce n'est pas forcément fait pour. Et donc, il y a quelqu'un de plutôt malin qui a inventé une technologie qui s'appelle les cubes OLAP. Et donc, à partir de ce moment-là, on s'est mis à distinguer les bases qu'on a appelées OLTP, pour Online Transactional Processing. Donc, c'est les bases relationnelles un petit peu classiques. Et c'est des bases qu'on dit qui sont faites pour l'écriture. Et le deuxième besoin, donc c'est le besoin analytique, et donc les bases OLAP pour Online Analytical Processing, et donc particulièrement ces cubes OLAP. Et ce sont des bases qui sont faites pour la lecture intensive. Et donc, ils se distinguaient des bases OLTP, ces bases OLAP, parce que souvent, elles étaient in-memory, donc la donnée était stockée en RAM pour pouvoir justement avoir ce système de requêtage beaucoup plus efficace. Et d'autres bases avaient des structures internes assez particulières, parce que c'était des grosses matrices multidimensionnelles, donc en fait des tableaux de tableaux à n dimensions, dans lesquels on va stocker de la donnée à agréger. Donc par exemple, si on veut faire la somme d'un montant de chiffre d'affaires, on aurait dans une case de ce tableau multidimensionnel notre montant à sommer. Et quelque chose de très important, c'est qu'on avait InDesign, en fait, cette notion de modèle de données. Et donc, quand je parle de modèle de données, c'est-à-dire la définition des axes d'analyse, des dimensions, donc les données structurantes, et des mesures qu'on veut effectuer, c'est-à-dire les données à agréger. Et donc là, dans cet exemple, on a un cube à 3 dimensions, parce que c'est plus facile à imaginer pour le cerveau humain. On aurait une dimension produit avec tous les produits que l'on vend sur notre site de e-commerce et les catégories de produits. On aurait une dimension, je sais pas, géographie avec les pays, les régions, les zones, les continents, et une dimension temps avec la date de la vente. Et du coup, à l'intersection de ces dimensions, on a la valeur correspondante à notre vente, et on va pouvoir faire tout un tas d'opérations, donc prendre des tranches de notre cube, pivoter notre cube de façon à, avec cette structure particulière, à réaliser des calculs, des sommes, des moyennes, des agrégations beaucoup plus rapidement que l'aurait permis une base OLTP. Donc, c'est une méthode qui était sympa, mais par contre, on s'est vite rendu compte que c'était assez complexe à maintenir tout le pipeline ETL, donc l'extraction de la donnée et le chargement de ces cubes OLAP. Et donc, on a assez rapidement rajouté une étape intermédiaire pour nous faciliter le travail. Et ça, c'est l'étape du data warehouse. Donc, vous avez probablement tous entendu parler de data warehouse, de près ou de loin. Et donc, en fait, cette brique de la structure de notre pipeline de données, elle répond à un besoin précis de pouvoir alimenter plus facilement ces cubes OLAP. Et comment il fait ça, sur le data warehouse? C'est il se rapproche dans sa façon d'organiser la donnée de ce que l'on va retrouver dans les cubes.
Donc il y a des gens qui se sont penchés sur le sujet, qui ont théorisé des façons d'organiser la donnée. Donc on retrouve le schéma en étoile, le schéma en flocon, le data vault, il y en a d'autres un petit peu moins connus. Mais globalement, c'est toujours cette idée d'avoir une grosse table centrale qui va contenir nos mesures, nos données à agréger, et qui satellise tout autour des tables un peu plus dimensionnantes. Donc ça serait nos axes d'analyse. Et du coup, grâce à l'introduction du data warehouse, on a pu alléger ces pipelines d'alimentation qui étaient compliqués entre la source et les cubes, et permettre à multiplier des cubes différents pour des analyses différentes, et de les recharger plus facilement sur des processus, par exemple la nuit, ou un peu plus fréquemment. Et donc, ces cubes, au final, on se rend compte que c'est assez sympa et ça permet de récupérer, faire des analyses de données beaucoup plus rapidement parce qu'on compresse la donnée, on a cette structure particulière. Mais par contre, le stockage, ça coûte cher parce qu'on est in-memory, on stocke tout en RAM. Et on sait très bien que plus on avance dans le temps, et plus on a de la donnée qui s'accumule. Et donc, un petit peu plus tard, donc là, on parle autour des années 2010 à peu près, il y a des bases nouvelle génération qui sont apparues. Et donc, c'est ce qu'on a appelé les MPP, pour Massively Parallel Processing. Et donc, c'est des bases qui reposent principalement sur la parallélisation et la distribution des traitements pour pouvoir obtenir une réponse plus rapide à une question business. Donc, comment ils font ça, ces bases? Premièrement, ils reposent sur la compression de la donnée parce qu'ils ont un stockage qui est orienté colonne. Donc, c'est plus facile en fait de compresser de la donnée au sein d'une colonne qui a un même data type plutôt que compresser des lignes qui contiennent des entiers, du texte, des dates, etc. Et ce stockage colonne va aussi apporter une vitesse de requêtage parce que quand on veut faire la somme d'un montant, on va lire uniquement la colonne qui contient les montants plutôt que de lire toutes les autres données. Et donc, par exemple, on retrouve pour ces MPP BigQuery, Snowflake, Redshift, Teradata, plein d'autres. Et là, on se dit, mais en fait, c'était pas pour ça qu'on avait créé les cubolap à la base, pour pouvoir compresser de la donnée, obtenir des réponses plus rapides, faire des croisements sur différentes périodes, de différents axes d'analyse. Peut-être qu'on va pouvoir s'en débarrasser de ces cubolap. Et en fait, c'est ce qu'on a fait. Il y a de plus en plus de projets data principalement dans le cloud qui se créent en squeezant cette étape de cubolap et en connectant directement des outils de reporting à ces bases de données de nouvelle génération qui parallélisent les traitements. Sauf que le problème, en faisant ça, c'est qu'on a perdu la notion de modèle de données, qui est fondamentale, parce que du coup, on n'a plus de sémantique sur quels sont les axes d'analyse, quelle est la définition de mes mesures, quels sont les calculs que je peux réaliser sur les tables qui sont alimentées dans mon data warehouse. Et c'est exactement à ce besoin-là et à ce manque de modèles de données que va essayer de répondre Looker. Donc, en fait, on observe qu'il y a des utilisateurs qui viennent de tout horizon, qui ne sont pas forcément des personnes techniques, qui ne sont pas forcément des analystes. C'est des utilisateurs qui ne savent pas forcément parler le SQL. C'est des utilisateurs qui ne connaissent pas forcément la structure du data warehouse, ou même qui n'ont pas forcément accès à ce data warehouse, ou qui ne sont pas censés avoir accès à l'entièreté du data warehouse. Mais pour autant, ils ont besoin de poser des questions aux données qui sont stockées et à pouvoir prendre des décisions basées sur la donnée. Parce qu'on est tous d'accord que c'est génial d'avoir un super data warehouse bien organisé, mais si on n'est pas capable d'en tirer de la connaissance, ça ne sert à rien. Et du coup, c'est vraiment à cette problématique que Looker est né, c'est recréer de la sémantique par-dessus de la donnée qu'on a dans des data warehouses. Donc, concrètement, Looker, c'est un outil de business, ce qu'on appelle de business intelligence, ou de décisionnel en français. Donc, l'idée, c'est d'exploiter au maximum les capacités grandissantes des fameux MPP, qui parallélisent les traitements, parce que lui, il ne calcule rien. Donc, il n'importe pas de la donnée. En fait, c'est une coquille vide, Looker. C'est juste un super générateur de requêtes SQL. Donc, l'utilisateur métier va poser une question auprès d'un modèle de données qui aura été défini dans Looker. Looker va générer une requête SQL, va envoyer ça à votre data warehouse. Le data warehouse va faire toute la partie compute process de la requête et va retourner uniquement le résultat qui sera mis à disposition de l'utilisateur final.
Donc, et la brique principale dans Looker, c'est ce fameux modèle sémantique de données avec la définition des axes d'analyse et des mesures. Donc, c'est un outil qui est basé web uniquement. Donc, tout ce que vous allez pouvoir faire, c'est dans votre navigateur. Donc, ça a été vraiment pensé à l'ère du cloud, hein. Il n'y a pas de client lourd à installer, de gestion de version ou quoi que ce soit. Vous allez pouvoir faire de l'exploration en self-BI. Donc, l'utilisateur métier ou fonctionnel va être autonome dans son exploration, va pouvoir convertir ses questions en visualisation et exporter cette visualisation dans ce qu'ils appellent un dashboard pour pouvoir croiser différentes KPI. Donc, en plus de ça, de ce que l'on attend d'un outil de BI, il y a 3 autres briques principales. La première, c'est l'intégration externe de contenu, l'intégration externe. Donc, on va pouvoir publier toutes nos visualisations ou nos rapports dans une interface web différente de Looker, via des iframes, par exemple. On va pouvoir créer des visualisations personnalisées en JavaScript, connecter directement des outils SaaS. La deuxième chose, c'est la livraison programmée de contenu. Donc, vous allez pouvoir créer des alertes directement sur la donnée. Par exemple, si votre data warehouse, ça contient des informations sur l'état de stock de votre site de e-commerce, vous allez pouvoir alerter des utilisateurs bien précis dès que le stock passe en dessous de 5 articles dans une catégorie, je ne sais pas. Donc, vous avez cette délivraison de contenu par email, par un webhook, par SFTP ou que sais-je. Et la troisième chose, c'est la partie extensibilité, parce que tout ce que vous allez pouvoir faire dans l'interface web, dans la console, vous allez pouvoir le faire avec des API, donc c'est-à-dire interroger le modèle sémantique de données via API, sans pour autant qu'il y ait des négligences sur la sécurité, ça prend en compte l'authentification, etc., etc. Donc, ça, c'était pour la partie big picture. Donc, concrètement, en fait, le cœur de la machine dans Looker, c'est LookML. Donc, ça n'a rien à voir avec machine learning ou je ne sais pas quoi. LookML, c'est le langage de modélisation de données. Donc, ce qui est top, c'est que c'est un langage qui est basé sur SQL. Donc, vous n'avez pas besoin d'apprendre un énième langage de modélisation. Et la plupart des utilisateurs techniques qui vont être amenés à définir des modèles dans Looker, ils connaissent déjà le SQL. Donc, ça, c'est top. Ce qui est magnifique, ça je ne vais pas le cacher, j'adore, c'est que c'est versionnable dans Git. Donc, pour ceux qui ont déjà fait de la BI dans d'autres outils, c'est très compliqué. Enfin, il n'y a aucun outil qui maîtrise le version control et de la capacité à pouvoir versionner les modélisations, enfin le modèle que vous créez dans Git. Et Looker le fait très bien. Donc, vous allez pouvoir changer de branche, avoir un environnement de QA qui est lié à votre branche de QA, un environnement de production, etc., etc. Faire des rollbacks, tout un tas de choses. Donc, concrètement, avec ce LookML, vous allez pouvoir faire 3 choses. La première, c'est créer des modèles de données. Donc, c'est un petit peu ce que l'on avait dans les Cubolab et qu'on a perdu. Donc, la partie modèle, ça va vous permettre de définir les tables qui sont dans votre data warehouse et les relations entre ces tables et apporter de la sémantique dans tout ça. Vous allez pouvoir définir ce qu'ils appellent des vues. Donc, ce n'est pas des vues SQL, c'est un mapping à peu près 1-1 entre une table et une vue dans Looker. Et c'est dans ces vues que vous allez définir vos dimensions avec des descriptions sur chaque champ qui correspond dans votre data warehouse et vos mesures. Donc, quelles sont les agrégations à effectuer. La troisième chose, c'est de pouvoir créer des dashboards. Et ces dashboards aussi sont basés sur le langage LookML, ce qui fait que ces dashboards aussi vont pouvoir être versionnés. Donc, il y a vraiment cette notion d'industrialisation de rapport BI. Donc, si on prend un exemple, imaginons que vous avez ce schéma de données dans votre data warehouse. Donc, c'est tout ce qu'il y a de plus classique, hein. C'est assez simple. Vous avez des produits, des clients, une table de vente qui fait le lien entre un client à acheter un ou plusieurs produits, et un produit est dans une catégorie de produits, et un produit a été fourni par un fournisseur. Et vous avez votre utilisateur business, donc qui n'est pas technique, qui va se poser des questions du style quel est le revenu total, quel est mon chiffre d'affaires total depuis le début de l'année, quelle est la catégorie de produits la plus vendue,
je sais pas, le pourcentage d'augmentation de mon chiffre d'affaires par rapport à l'année dernière, à la même période, par fournisseur, enfin vraiment des choses qui seraient très compliquées à faire en SQL directement. Et surtout que cet utilisateur métier, lui, il ne parle pas SQL. Donc, la première chose à faire, quand vous voulez créer un modèle dans Looker, une fois que vous avez fait la connexion à votre base de données, c'est de définir un modèle. Donc là, en l'occurrence, je veux analyser des ventes, je crée un modèle sales. Un modèle, c'est composé d'un ensemble d'objets qui s'appellent des explores. Et en fait, l'explore, c'est le from de la requête SQL que va générer Looker. Et au sein de cet objet explore, vous allez définir les relations qui existent entre les autres tables de votre data warehouse. Donc, par exemple, ici, je fais un explore sur les ventes, donc de ma table orders. Je définis une jointure avec les produits, les catégories, les clients et les fournisseurs. Et donc, Looker va comprendre les relations qui existent entre les tables et va être capable de générer une requête SQL correcte. Ensuite, pour chaque table, vous allez créer des vues. Donc, par exemple, pour ici la table des ventes, j'ai une vue vente qui va contenir toutes les dimensions. Donc, grosso modo, une dimension, c'est un attribut ou une colonne de ma table source. Mais je peux aussi avoir des dimensions qui sont calculées directement dans Looker et qui ne sont pas stockées dans mon data warehouse. Donc, par exemple, ici, sur ma table des ventes, j'ai ma dimension prix unitaire, j'ai ma dimension quantité. Et ce qui est intéressant, c'est que je vais pouvoir utiliser toutes les formules SQL qui sont à disposition de mon data warehouse source. Donc là, par exemple, dans l'exemple ici, je me suis connecté à BigQuery. BigQuery propose une fonction de divide. Je vais pouvoir l'utiliser dans la définition de ma dimension prix unitaire. Là, tout simplement parce que dans mon data warehouse, le prix unitaire il est stocké en centimes, mais je veux que les utilisateurs puissent avoir un résultat en euros, donc je divise par 100 systématiquement. Ce qui est intéressant aussi, c'est vous définissez une fois la formule pour le prix unitaire, et ensuite vous faites des références uniquement aux attributs déjà définis. Donc, par exemple, j'ai une dimension montant qui, elle, n'existe pas dans ma table source, qui est définie comme la somme, enfin le produit de mon prix unitaire par la quantité de produits achetés. Et donc, il n'y a pas besoin de redéfinir que le prix unitaire, il faut le diviser par 100, parce que ça, je l'ai déjà défini une seule fois ici. Donc, il y a vraiment cet aspect définir une fois et réutiliser. Quelque chose qui est intéressant aussi, c'est que les dimensions date n'ont pas besoin d'être générées, contrairement à d'autres outils. Elles sont gérées tout seules par Looker. Et enfin, dans ma vue, je dois aussi définir des mesures. Donc, par exemple, sur la table des ventes, j'ai le besoin de calculer le montant total de mes ventes. Je définis une mesure montant total qui est de type somme. Donc, l'agrégation va être somme. Et le format, c'est euro. Donc, par défaut, le format euro, c'est 2 chiffres après la virgule et le symbole euro. Et tout ça se base sur la dimension amount. Allez, je vais faire une démo pour que ça soit un petit peu plus clair pour tout le monde. Donc, je vais juste arrêter le partage d'écran de ce côté-là pour le reprendre ici. Hop. OK. N'hésitez pas à me dire si c'est pas lisible, mais normalement, ça devrait aller. Donc, Looker, ça ressemble à ça. Vous avez une console, tout ce qui est de plus standard. Et la première chose que vous allez vouloir faire en tant qu'utilisateur non technique, c'est de faire de l'exploration de données. Donc, je vais pouvoir utiliser l'onglet Explore. Donc, à noter que j'ai déjà défini un modèle de données de vente, comme celui que je vous ai présenté, donc avec mes produits, mes catégories de produits, mes fournisseurs, etc. etc. Donc là, j'en ai plusieurs. Moi, c'est celui des ventes qui m'intéresse. Donc, l'interface pour faire de l'exploration de données, ça ressemble à ça. Et c'est quelque chose qui va permettre de poser des questions tout simplement en mode drag and drop. Donc, vous avez sur la gauche une liste de champs qui définissent et une liste de tables qui définissent votre modèle de données. Donc, il est un peu plus complet que ce que je vous avais présenté, mais on retrouve ma table des ventes, les catégories, les clients, les produits, les fournisseurs. Donc,
Pour commencer, je me pose la question, quel est mon chiffre d'affaires? Donc, c'est-à-dire le total des ventes qui a été effectué, et je veux savoir ça par catégorie de produits. Donc, je vais dans ma table des ventes, je vois que j'ai une mesure montant total, hein, c'est la fameuse mesure. Hop, je clique dessus et je veux avoir ça par catégorie de produits. Et je peux lancer cette requête. Donc là, Looker, qu'est-ce qui s'est passé? À partir du modèle de données, il comprend la sémantique et les relations qu'il y a entre mes tables et va être capable de générer la requête SQL correspondant pour que je puisse avoir la réponse à ma question. Donc en l'occurrence, c'est bien une somme du prix unitaire fois la quantité, le tout group by catégorie de produits. Et donc, il a réalisé les jointures qui vont bien, parce que je n'ai pas un lien direct entre ma table de vente et ma table de catégorie de produits. Il faut que je passe par les produits. Et donc, j'ai le résultat suivant, qui est les boissons, qui sont les produits les plus vendus. OK. Bon, maintenant, je voudrais connaître l'évolution de ce chiffre d'affaires par catégorie, mais sur plusieurs années. Parce que là, je n'ai pas que l'année en cours, j'ai toutes les années, tout l'historique de mon data warehouse. Très bien. Donc, qu'est-ce que j'ai à ma disposition? J'ai la date de la vente. Donc, je vais pouvoir utiliser l'année et je vais pivoter la donnée. Donc, on va voir à quoi ça ressemble. Je relance la requête. Donc là, la requête SQL est générée. Elle est envoyée au data warehouse. Donc, en l'occurrence, là, mon data warehouse, c'est BigQuery. Et BigQuery retourne directement les résultats qui sont affichés. Donc là, j'ai les catégories de produits. J'ai en colonne les années. Et dans chaque case, j'ai la somme de la quantité fois le prix unitaire pour tous les produits vendus. Et là, quand on regarde la requête SQL qui est générée, on se rend compte que si j'avais dû faire ça à la main, ça m'aurait pris plus de temps que juste à faire glisser-déposer de certains champs. OK, maintenant, je voudrais une visualisation adaptée, parce que là, c'est pas très parlant, un tableau, je trouve. Donc, je vais pouvoir transformer ce résultat tabulaire en visualisation. Alors, par défaut, il me propose diagramme en barre. Bon, pourquoi pas. Par contre, moi, ça ne m'intéresse pas d'avoir 2020. Je veux que les 2 dernières années. Donc, je vais filtrer. Donc, je vais ajouter un filtre sur l'année. Et je veux que l'année de vente soit dans les 2 dernières années. Et je relance ma requête. OK, super. Donc là, j'ai bien 2021-2022. En abscisse, j'ai bien toutes les catégories de produits et en ordonnée, le montant total. Ça me paraît pas mal. Par contre, je voudrais avoir un peu plus d'informations. Donc, je vais afficher les labels. Je vais un petit peu customiser mon diagramme. Hop, afficher les labels. Top. Et je voudrais savoir où j'en suis par rapport à l'année dernière. Donc, je vais afficher les pourcentages par rapport à l'année dernière. OK, super. Bon, je vois que j'ai encore un peu de taf, mais là, on est au mois de mars et je suis déjà à 50% de mon objectif de l'année dernière. Donc, c'est en bonne voie. Maintenant, j'aimerais bien partager ce résultat avec d'autres personnes dans mon entreprise parce que c'est bien de faire de l'exploration de données, mais c'est aussi bien de pouvoir le partager. Donc, pour ça, il y a plusieurs façons de faire. Une fois que vous êtes content de votre résultat, vous pouvez stocker ce résultat dans un dashboard. Et donc, le dashboard, ça va permettre de comparer cette visualisation par rapport à d'autres visualisations du même type. Mais là, ce que je vais faire, c'est que je vais enregistrer uniquement la visualisation dans un dossier partagé au sein de la plateforme Looker. Et ça s'appelle un look. Donc, je fais Save as Look. Et je vais donner comme nom Démo Cloud Sud. Hop. OK. Donc là, le look Démo Cloud Sud a bien été enregistré dans mon dossier personnel. Donc, on va voir ce que ça donne. Hop, nickel, c'est exactement ce que je voulais. Donc là, cette analyse, maintenant, elle est à disposition de tous les utilisateurs qui ont aussi accès à la plateforme ou qui peuvent parcourir les looks de mon dossier personnel. D'accord, c'est intéressant tout ça, mais j'aimerais bien savoir qu'est-ce qui se cache derrière ces 72 000 € là sur les boissons de l'année en cours.
Donc, on va pouvoir faire ce qu'on appelle du drill down, donc c'est-à-dire creuser dans la donnée et pouvoir avoir une granularité beaucoup plus fine. Donc, pour ça, je clique simplement sur la barre et je veux voir qu'est-ce qu'il y a derrière ces 72 000 euros. Et donc là, Looker va à nouveau générer une requête SQL et va creuser toute la granularité possible. Et donc, je vais avoir, pour l'année en cours, pour la catégorie des boissons, toutes les personnes qui ont acheté des boissons et quel est le produit qu'ils ont acheté. Donc, avec à chaque fois le prix unitaire, la quantité, donc le montant total. Et à partir de ce résultat-là, je vais pouvoir repartir en exploration. Donc, pouvoir affiner mes résultats parce que je me pose une autre question. Donc, je vais explorer à nouveau de la donnée à partir d'ici. Explore from here. Hop. Et là, je veux maintenant filtrer pour avoir uniquement les personnes qui ont acheté cette semaine, par exemple. Donc, je retourne sur mon modèle de vente. J'ai la date. Et je vais filtrer cette fois, pas sur l'année, mais sur la semaine. Et donc là, je veux uniquement in the past 1 week. Et donc, on voit que Looker automatiquement crée des filtres qui correspondent au drill down que j'ai effectué, c'est-à-dire uniquement les boissons et uniquement l'année 2022. Donc là, je rajoute mon filtre, je le relance. Hop, et je vois, j'ai eu 11 commandes. Ouais, cette semaine, c'est plutôt pas mal. Ce résultat-là, plutôt que de l'enregistrer dans un look, ça n'a pas trop de sens parce que c'est un peu plus occasionnel. Je vais vouloir l'envoyer à mon collègue parce que lui, il gère les promotions. Donc, peut-être qu'il va pouvoir envoyer. On avait un jeu concours cette semaine, donc il va pouvoir envoyer un code promo à tous les gens qui ont acheté des boissons cette semaine. Donc là, j'ai la possibilité d'envoyer ce résultat avec différents connecteurs. Et en l'occurrence, j'avais configuré le connecteur Slack. Et dans ma boîte, on utilise Slack. Donc, c'est nickel. Je vais pouvoir utiliser ça. Donc, je vais envoyer un utilisateur. Et pour la démo, je me l'envoie à moi-même. Et dit, regarde ça. Et je veux l'envoyer en Excel. Tiens, on aime bien Excel. Hop. Et voilà, donc là, j'ai envoyé à mon collègue les résultats de mon analyse sous format Excel. Non. Donc ça, en gros, c'est tout ce que vous allez pouvoir faire sur Looker. Donc, une fois que la partie code, entre guillemets, a été faite, donc la partie définition de mon modèle de données, de mes axes d'analyse, toute la partie sémantique, donc tout ce qui est fait en LookML, moi, en tant qu'utilisateur non technique, je suis complètement autonome pour réaliser les analyses, parce que comme vous avez vu, c'est du simple glisser-déposer de champs. Sachant que sur chaque champ, je vais pouvoir avoir une description du champ, une description de la mesure, comment elle est calculée. Donc, tout ça me parle. Hop, je vais arrêter le partage de la démo. Et on repasse sur la presse. OK. Alors, une des fonctionnalités qu'on attend aussi d'un outil du BI, c'est de pouvoir gérer tout ce qui est sécurité d'accès à la donnée. Donc, dans Looker, il y a plusieurs types de sécurité qui existent. Le premier, c'est la sécurité d'accès au contenu. Donc, comme vous avez vu dans le portail, je vais pouvoir publier un tas d'objets, donc des looks, des dashboards, et pouvoir les organiser dans des dossiers, dans une hiérarchie de dossiers, et partager ça avec mes collègues. Et donc, la gestion d'accès au contenu, ça va être ça, de dire le dossier qui est réservé au RH ne peut pas être consulté par les commerciaux, par exemple. La deuxième type de sécurité, c'est l'accès à la donnée, c'est-à-dire sécurité au niveau de la ligne et de la colonne. Et le troisième type de sécurité, c'est l'accès à la fonctionnalité. Et donc là, c'est limiter l'usage ou pas de certaines fonctionnalités de la plateforme. Et donc, dans tous les cas, tout ça est géré via des utilisateurs qui sont authentifiés et des groupes ainsi que des rôles. Et à chaque rôle sont associés des permissions.
Donc, c'est à vous de définir ces rôles en fonction de votre usage de la plateforme. Donc, nous, ce qui nous intéresse, honnêtement, en données, c'est la sécurité d'accès à la donnée. Et donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec ce type de sécurité? C'est d'identifier plusieurs profils d'utilisateurs, par exemple, qui accèdent à un même modèle, à voir un même dashboard, mais par contre, qui ne voient pas la même donnée. Donc, si on prend un exemple concret, ici, j'ai un dashboard qui analyse les ventes par fournisseur. Et je veux pouvoir donner accès à ce dashboard à la fois en interne, donc par exemple au conseil d'administration de ma boîte, mais aussi à des responsables de fournisseurs en interne, mais aussi directement à des externes, donc des personnes qui travaillent chez les fournisseurs. Mais par contre, je ne veux pas que la personne du fournisseur A puisse voir les données de vente de la personne du fournisseur B. Et inversement. Donc, du coup, j'ai identifié 4 rôles différents. Le premier rôle, c'est membre du conseil d'administration. Lui, il peut tout voir. Donc, un utilisateur qui serait dans ce groupe-là, aucun filtre ne serait appliqué dans les dashboards. Maintenant, un utilisateur qui est responsable des ventes. Il a sous sa responsabilité un ensemble de fournisseurs et il doit pouvoir voir uniquement les données des fournisseurs qu'il gère. Et en plus de ça, il doit pouvoir voir aussi les informations personnelles à propos des clients. Donc, qui sont les clients qui ont acheté les produits et par exemple le mail et la date de naissance. Bon, là, on a uniquement de la sécurité à la ligne, donc du RLS, du Role Level Security. Et en fait, Looker va, derrière chaque visualisation du dashboard, au moment de générer la requête SQL et avant de l'envoyer au Data Warehouse Source, va ajouter en masqué une restriction customisée pour pouvoir limiter l'accès à la donnée. Donc ici, en l'occurrence, on filtre pour avoir uniquement les données des fournisseurs qu'il gère. Et pareil, si je veux donner accès à mon dashboard en externe, dans le cas là, je suis manager chez fournisseur A, je ne dois pouvoir voir les données que du fournisseur A, et aussi, je ne dois pas pouvoir voir les données personnelles des clients qui ont acheté mes produits. Dans ce cas, on a à la fois du Role Level Security, avec la restriction qui est faite au moment de générer la requête, et du Column Level Security, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de champs qui vont être cachés et que je ne pourrai pas utiliser, soit dans les dashboards, soit au moment de mon analyse exploratoire. Et donc, pareil pour le fournisseur B, qui lui ne pourra voir que les données du fournisseur B. Alors, rapidement, je voulais passer sur 2-3 fonctionnalités l'objectif, ce n'est pas forcément de creuser, mais de faire une introduction, et c'est bien de savoir que ça existe. Donc, il y a une première fonctionnalité sympa, c'est de pouvoir faire des tables dérivées. Donc, en fait, des tables dérivées, c'est des tables qui, entre guillemets, pré-mâchent des agrégations, et donc qui vont préparer des tables intermédiaires ou des vues, suivant le mode qu'on choisit, qui vont réaliser des agrégations en avance. Donc, ça va permettre d'alléger la définition LookML du modèle de données. Et il y a la possibilité de persister les données de ces tables préagrégées directement dans le Data Warehouse. Et dans ce cas-là, c'est Looker qui doit être authentifié pour écrire dans le Data Warehouse. Et c'est lui qui aura la responsabilité de mettre à jour ces tables périodiquement. Et donc, le fait de persister de la donnée de préagrégée, ça va pouvoir, comme vous l'imaginez bien, permettre d'accélérer l'affichage des rapports. Donc, pour accélérer aussi le temps d'affichage des rapports, comme on est en temps réel là, en fait, il n'y a pas d'import dans Looker. Donc, à chaque fois que vous affichez un rapport, une requête SQL est générée derrière chaque visualisation, soumise au Data Warehouse, qui retourne le résultat. Donc, si vous avez un téra de données à chaque fois derrière chaque visualisation, ça peut être un petit peu long. Donc, pour ça, vous avez la main sur ce qu'on appelle le cache. Donc, c'est, par exemple, si je définis une politique de cache de 1 heure pour un modèle en particulier, eh bien, pendant toute l'heure, à chaque fois que je vais demander à actualiser mon rapport, plutôt que d'aller solliciter le Data Warehouse qui va tout recalculer, Looker va garder uniquement les résultats en cache et restituer les données du cache à l'utilisateur.
Donc après, c'est à vous de juger en fonction de si vous avez envie de tendre vers quelque chose d'un peu plus temps réel, ou alors si de la donnée actualisée à 1 heure près, ça suffit. En général, ça suffit pour la plupart des cas. Donc on va pouvoir gérer tout ce qui est groupe, utilisateur, rôle, permission. On va pouvoir se connecter avec des providers externes d'identité. Ça, j'en ai déjà parlé. On va pouvoir gérer de la sécurité assez fine, donc au niveau de la ligne et de la colonne. Sur la partie LookML, on peut faire quelque chose de beaucoup plus dynamique que ce que je vous ai présenté. Donc, je vous ai déjà dit qu'on peut faire tout ce qui est réutiliser des formules, donc définir une fois, puis réutiliser. Mais par contre, on va pouvoir faire aussi de la templétisation. Donc, il y a un langage de templétisation qui s'appelle Liquid, qui est disponible. Donc, c'est un peu style Jinja, s'il y en a qui connaissent, qui en ont déjà fait avec Python. Donc là, il y a Liquid. Vous allez pouvoir faire tout un tas de choses qui ne sont pas forcément possibles à faire en SQL. Donc, des conditions, du scripting, rendre des choses plus dynamiques et génériques si vous avez plusieurs sources un petit peu similaires. Vous allez pouvoir faire du rendu HTML pour directement dans vos visualisations. Donc, des choses assez poussées. Et autre chose, c'est qu'il y a une marketplace. Donc, vous allez retrouver dans cette marketplace, vous allez pouvoir étendre les capacités de Looker. Vous allez avoir des modules complémentaires que vous allez pouvoir installer ou non en fonction de vos besoins. Donc, par exemple, il y a un module qui permet de voir tout votre LookML sous forme de diagramme visuel. Vous allez avoir des visualisations qui ont été créées par la communauté et mises à disposition de tout le monde. Et il y a notamment quelque chose de super intéressant dans la marketplace, c'est la notion de Looker Blocks. Et donc, en fait, les Looker Blocks, c'est un ensemble d'objets, donc des dashboards, des modèles, des actions, enfin, tout un tas de choses qui ont déjà été construites et qui sont juste sur une étagère sur lesquelles vous pouvez vous servir. Et donc, par exemple, il y a des acteurs externes comme Google Analytics, Amazon pour le billing AWS, tout un tas de choses qui vont mettre à disposition des modèles et des rapports tout faits. Et donc, c'est vachement pratique parce que Google Analytics, par exemple, la structure de données source, c'est la même pour tout le monde, peu importe votre business. Et donc, plutôt que d'avoir à redéfinir toute la logique sémantique, le LookML, faire des dashboards, etc., vous pouvez juste récupérer un Looker block qui est dans la marketplace. Et donc, tout ça est gratuit. Hop. Donc, petite comparaison avec ce qui existe chez la concurrence. Donc, premier point positif déjà avec Looker, c'est que vous n'avez pas besoin de clients lourds, parce que tout se fait dans le navigateur. Donc, à la fois le développement, vous pouvez connecter, on l'a dit, Git, et donc vous pouvez faire votre développement sur un IDE, bien sûr, mais vous avez aussi un IDE dans votre navigateur pour faire le développement. Et toute l'analyse exploratoire est aussi faite dans le navigateur. C'est optimisé pour le cloud, donc c'est vraiment un outil qui est pensé à l'ère du cloud, dans le sens où il y a d'autres outils qui vont réaliser de l'import de données dans une mémoire interne propriétaire. Là, non, comme je disais, c'est une coquille vide, et donc on va vraiment pouvoir utiliser la puissance grandissante de ces bases de données de nouvelle génération, et notamment faire de l'analyse sur des terras et des terras de données si on a envie, et sans avoir à rafraîchir une mémoire interne. À noter que là, je parlais de BigQuery depuis tout à l'heure, mais il y a quand même plus de 50 sources différentes et 50 dialectes SQL différents qui sont supportés. Donc, vous allez pouvoir croiser dans vos dashboards du SQL Server avec du BigQuery, avec du Sapana, et tout ça dans un même tableau, si vous voulez. Donc, il y a la version de contrôle qui est géniale, et ça, pour le coup, je pense vraiment que d'autres outils concurrents devraient s'en inspirer, parce que c'est vraiment, Looker, un outil qui est quand même fait pour des développeurs, parce que vous avez cette intégration avec Git, cette gestion de CI, cette partie code vraiment qui n'est pas uniquement basée visuel. On va retrouver cette notion de modèle de données que malheureusement on avait perdu avec la suppression progressive des cubes OLAP, parce que c'est des outils qui sont en train de disparaître. Et là, on retrouve un petit peu ça. Et donc ça fait plaisir.
Donc, c'est un langage de modélisation qui est basé sur SQL, contrairement à d'autres outils où, en fait, par exemple, si je parle de Power BI, vous avez quand même un héritage fort de ces Cubolab. Vous allez devoir apprendre un autre langage sur le DAX, le MDX ou autre chose. Là, oui, vous avez besoin d'apprendre du LookML, mais au final, le LookML, c'est une sorte de dérivé du JSON et derrière, ce que vous utilisez, c'est du SQL et la plupart des développeurs connaissent SQL. Et enfin, quand même, un avantage, c'est outre cette partie création de modèles LookML, c'est quand même un outil qui est assez simple à utiliser en mode self-BI. Dès que votre modèle a été défini et que le besoin métier a été compris, l'utilisateur non technique, il est autonome, il va faire du glisser-déposer, il va réaliser lui-même ses propres agrégations, ses propres rapports. Et donc, il n'y a pas cette dépendance à un utilisateur technique pour créer des rapports. Alors, j'ai quasiment fini. Juste une petite slide bonus pour des nouveautés du Cloud Next 2021. Donc, ça commence à dater, hein, c'était en octobre 2021. Mais il y a quand même eu des petites annonces intéressantes côté Looker par Google. Donc, il y a eu un partenariat qui a été fait avec Tableau Software. Donc, ça, c'est assez étonnant. Donc, c'est surtout que c'est probablement le plus grand concurrent de Looker, Tableau. Mais là, vous allez pouvoir utiliser les deux outils en même temps, dans le sens où vous pourrez définir des tableaux, des dashboards dans Tableau, en se basant sur de la donnée et en réutilisant tout l'aspect modèle sémantique Looker. Donc, ça ferait mes visualisations sont dans Tableau. Ma source de données, c'est Looker pour avoir l'authentification, la définition des axes d'analyse, les métriques, tout ça, tout ça. Et le Looker va générer des requêtes pour un data warehouse derrière, donc un BigQuery, un Snowflake, un Redshift ou autre. Et deuxième nouveauté qui, pour le coup, ça manquait vraiment, c'est la possibilité d'interroger le modèle sémantique de données Looker dans une interface un peu plus traditionnelle. On sait très bien que les utilisateurs métiers aiment bien cette interface rassurante, donc type Excel. Là, pour le coup, c'est Google Sheet. Et donc, vous allez pouvoir définir des pivot tables, des visuels, le tout basé sur le modèle sémantique de données Looker, avec uniquement donc la donnée que vous êtes censé pouvoir voir. Donc, dans cette expérience un peu plus tabulaire classique. Voilà, donc je vous remercie.